mettre là, ça sera peut-être plus simple. Bonsoir. Je profite pour faire une petite introduction. Kitri Chirbonance, je travaille à l'ENSA Nantes et dans le service qui a co-coordonné ce cycle de conférences qui est en appui à une exposition qui s'appelle Agriculture et Architecture, que vous avez sans doute déjà tous et toutes découvertes au O1A. Et c'était un petit mot aussi pour dire que c'est la dernière conférence qui conclut un cycle de programmation qui a été porté par la communauté enseignante de l'école. Et on a eu une belle programmation qui était en appui aux thématiques abordées dans l'exposition, qui se termine ce soir. Donc au total, une dizaine de conférences. C'était aussi l'occasion de remercier la communauté enseignante qui nous a permis d'accueillir différentes personnes pour faire résonner les thématiques d'architecture, d'agriculture dans différents aspects. Cette exposition, elle a aussi été co-organisée avec l'Ardepa qui, de son côté, a également proposé différentes actions pour faire vivre cette exposition sur le territoire avec des visites, des tables rondes et différentes propositions. Donc je laisse la parole à Nathan Brenu et Romain Granchet pour cette dernière conférence, mais je vous souhaite une bonne soirée. Bien, j'en profite. Bonsoir à tous. J'en profite pour remercier quand même toutes les personnes du service communication pour avoir organisé ces conférences. Et sans eux, bien évidemment, rien de tout cela n'aurait été possible. Et ils ont fait un très bon travail. Donc merci à eux. Donc Romain Granchet, qui m'a fait le plaisir d'avoir accepté mon invitation, est chargé de recherche au CNRS, au laboratoire Framespa à Toulouse. Ses travaux de recherche sont à la lisière entre histoire environnementale, entre histoire des savoirs, entre histoire du droit. Il s'intéresse particulièrement à la place de la mer dans l'historiographie et à l'anthropologie historique des mondes de la pêche. Il est auteur de nombreuses publications. Il a, entre autres, dirigé récemment un numéro thématique sur les sociétés maritimes et les mondes de la pêche pour la célèbre revue historique Les Annales, Histoire Sciences Sociales. Il est aussi, en outre, coprésident du RUCH avec Céline Pessy, le RUCH qui est le réseau des chercheurs, le réseau universitaire des chercheurs en histoire environnementale. Aujourd'hui, il vient nous parler de l'huître, il vient nous parler plus particulièrement de l'écologie politique de l'huître, il y reviendra, et pas de n'importe quelle huître, mais des huîtres qui se trouvent dans la rade de Brest. Donc, ça va durer à peu près 3/4 d'heure pour commencer, ensuite je viendrai à nouveau m'asseoir ici pour un peu discuter avec lui, et un micro circulera dans la salle si vous avez des questions. Merci pour votre présence et encore merci Romain d'être venu. Merci à toi Nathan pour ton invitation. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'avoir pris le temps, fait l'effort de venir écouter cette conférence. Plus fort. Tu as le micro ou moi? Peut-être que je parle plus près. Merci de vous être déplacé pour cette conférence. Et puis merci aussi à l'ENSA et son personnel pour son accueil et puis aussi pour son ouverture disciplinaire, dans la mesure où Nathan l'a dit, mais je ne suis pas du tout architecte. D'ailleurs, mes connaissances en architecture sont quand même assez limitées. Donc je suis historien. Et donc dans l'ensemble, mes recherches, elles portent sur l'histoire de la mer et des rivages dans le monde atlantique, plus particulièrement en Europe et encore plus particulièrement en France, entre le XVIIe siècle et le début du XXe siècle. Et à l'origine, dans ma thèse, je m'intéressais surtout à l'histoire de la pêche et des pêcheurs, plutôt dans une perspective d'histoire économique et sociale. Je m'intéressais aux techniques de pêche, aux différents métiers, aux conflits et aux droits du travail. Mais depuis quelques années, depuis que j'ai été recruté au CNRS, j'ai amorcé, comme beaucoup d'autres collègues en histoire et plus généralement en sciences sociales ces dernières années, un virage environnemental, on pourrait dire. Et désormais, ce qui m'occupe
plus particulièrement, même essentiellement, c'est ce que j'appelle la question du gouvernement des ressources de la mer, c'est-à-dire non plus seulement la manière dont elles sont exploitées, mais aussi la manière dont elles sont gérées et régulées, notamment à des fins de conservation. Et pour aborder cette vaste question, qui est une question qui émerge en fait en Europe assez tôt dans l'histoire, dès le XIIIe, XIVe siècle, on a des premières législations qui visent à assurer la protection de certaines ressources. Alors d'abord, dans un premier temps, plutôt dans les rivières, mais dès la fin du Moyen-Âge aussi, des législations qui vont concerner les ressources maritimes, ce qu'on appelle les ressources halieutiques. L'halieutique, c'est ce qui fait référence à la pêche. Donc c'est une question d'assez longue durée, mais que, pour vous en donner une idée assez concrète, à la fois, donc pour vous donner une idée assez concrète, à la fois de la manière dont cette question s'est posée par le passé, mais aussi comment on peut s'en saisir en tant qu'historien, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est plutôt une étude de cas, donc assez précise, vous allez le voir. Cette étude de cas, donc sur laquelle je travaille en ce moment pour en faire un article, elle porte sur un conflit d'usage qui s'est élevé dans la rade de Brest en Bretagne au début des années 1840, au milieu du XIXe siècle. Et ce conflit, donc, il était à propos de l'usage de 3 des principales productions sous-marines, comme on le lit dans les sources, de cet espace. Et cette expression de production sous-marine, elle est assez intrigante, et elle sert alors à désigner certaines des ressources qui étaient extraites du fond de ce territoire côtier. Et ce terme de ressources, comme celui de production sous-marine, il figure dans les archives. Et c'est intéressant de le retrouver, car la notion de ressources naturelles, c'est en fait une notion récente, qui a une histoire. Et c'est une notion qui commence à renvoyer seulement à partir du XIXe siècle à l'idée d'un stock de biens naturellement disponibles qui serait destiné à satisfaire les besoins des sociétés humaines. C'est quelque chose qu'a traité notamment l'historien Mathieu Arnoux, dont je vous ai mis la référence ici, qui a intitulé l'un de ses livres « Un monde sans ressources », parce que lui, il s'intéresse justement à cette question au Moyen-Âge, où le concept de ressources n'existait pas, et donc il fait toute une généalogie de cette notion. Mais moi, donc, je suis au XIXe siècle, et cette notion, elle prend forme, elle existe, on la retrouve dans les documents, et donc elle a un sens qui commence à être fixé. Et en tant qu'elle désigne donc la nature comme un stock de choses à exploiter, cette notion elle a pu être considérée comme le rapport d'un marqueur moderne à l'environnement. Et d'ailleurs, de manière assez significative, les 3 ressources qui sont au cœur du conflit dont je vais vous parler, elles sont envisagées, ces ressources, comme des gisements, le terme aussi est dans les sources, dont il s'agirait d'assurer l'extraction, là encore un terme de l'époque, conformément à un certain imaginaire minier qui imprègne toute la documentation. Alors j'en viens à la présentation rapide de ces 3 ressources. Donc la première, c'est l'huître plate. L'huître plate qui est l'huître endémique des côtes européennes, qui a quasiment disparu au cours des premières décennies du XXe siècle, sous les effets notamment de la surpêche, mais aussi de la pollution et puis de différentes maladies. Mais une espèce qui s'y trouvait encore en abondance au début du XIXe siècle, où elle formait d'immenses récifs qu'on appelait des bancs d'huîtres ou des huîtrières. Si vous voulez, c'est un peu comme des récifs coralliens, et ces récifs, on les trouvait tout au long des côtes européennes, encore jusqu'au début du XXe siècle. Mais donc, ils ont disparu sous les effets de la surpêche. Et là, j'en profite pour faire une petite précision technique. À cette époque, l'ostréiculture ne s'était pas encore développée. C'est quelque chose qui apparaît à partir de 1850-1860. Et jusqu'à cette époque, en fait, on se procurait des huîtres, non pas en les cultivant, mais en les pêchant, et en les pêchant avec des dragues. Alors, l'autre production sous-marine, l'autre ressource qui a été tirée du fond de la rade à cette époque, c'est ce qu'on appelle le merle. Et le merle, c'est une algue calcaire qui se développe également sous la forme de bancs, à mesure que de nouvelles couches vont se former et s'accumuler sur les couches préexistantes. Donc le merle, c'est une algue, mais ce qui est intéressant, c'est que les acteurs de mon conflit, eux, ils continuent de penser que le merle, c'est en fait un animal. Ils pensent que c'est une sorte de corail, ou même quelque chose de la famille des madrépores.
et donc il le classe parmi le règne animal, ce qui signifie concrètement que le mode de reproduction de cette algue leur est absolument inconnu. Ils ont tendance à penser que c'est une ressource qui se reproduit très rapidement, notamment. Donc, comme l'huître plate, le merle, c'est ce que les biologistes appellent aujourd'hui une espèce ingénieure, c'est-à-dire une espèce qui, par son travail d'ingénierie écosystémique, va fabriquer des habitats dont vont dépendre quantité d'autres espèces pour s'abriter, se nourrir, se reproduire. Et la conséquence de ça, c'est que les bancs d'huîtres et de merle sont en fait des assemblages extrêmement riches et complexes d'organismes animaux et végétaux. Et d'ailleurs, c'est en étudiant l'épuisement des huîtrières de la mer Baltique et de la baie de Cancale qu'un zoologue allemand qui s'appelle Karl Mobius a forgé en 1877 le concept de biocénose. Et c'est un concept qui désigne les liens de communauté qui existent entre les êtres vivants d'un même écosystème. Donc les bancs d'huîtres et de merle sont des communautés, et en tant que telles, donc elles ont chacun un cortège d'espèces spécifiques qui leur sont associées. Mais pour autant, ces habitats ne sont pas des isolats non plus, dans la mesure où déjà ils sont assez largement enchevêtrés les uns avec les autres. On le voit, on le devine un peu avec les photos que je vous ai mis ici. Et puis par ailleurs, il y a des espèces qui existent, qui vivent dans les deux habitats. Et c'est notamment le cas d'un ensemble d'algues que les riverains de la rade de Brest appellent le goémon rouge, qui constitue la troisième et dernière ressource au cœur de mon conflit. Et comme le merle, cette espèce d'algue que les riverains appellent le goémon rouge, elle appartient à une catégorie qu'utilisent les riverains, qui est la catégorie des engrais marins, dans laquelle les agriculteurs, les agronomes à cette époque, vont classer toutes les substances qu'on tirait de la mer pour fertiliser les terres. Donc on allait chercher des choses au fond de la mer pour amender, fertiliser les terres agricoles. Donc si on résume, ces trois ressources, elles se présentent toutes sous la forme de vastes gisements qui sont présents au fond de la mer, mais elles n'ont pas toutes la même destination, dans la mesure où les huîtres ont vocation à alimenter la population et les marchés, tandis que le merle et le goémon vont devoir servir à améliorer et fertiliser les sols de la région. Donc d'un point de vue économique, les premières, donc les huîtres, sont liées aux intérêts de la pêche, alors que les engrais, donc les algues, vont être liées aux intérêts de l'agriculture. Mais cependant, d'un point de vue juridique et administratif, le dragage de ces algues est considéré comme une branche de la pêche maritime, autrement dit comme une sorte de pêche. Et d'ailleurs, ceux qui pratiquent donc ce dragage sont appelés dans les sources des pêcheurs d'engrais, ou des pêcheurs de merle, ou des pêcheurs d'algues. Ce qui veut dire que l'exploitation de ces ressources, le dragage des engrais, ne relève pas de la compétence du ministère de l'Agriculture et du Commerce, ni à l'échelle du département de la compétence du préfet, mais de la compétence du ministère de la Marine, qui est représenté sur place par un préfet maritime. Et c'est un point qui est important dans la mesure où les intérêts de la pêche et des pêcheurs et ceux du ministère de la Marine ont tendance à se confondre à cette époque, au XIXe siècle, notamment parce que la pêche à cette époque, elle est considérée comme une pépinière de matelots qui vont pouvoir être mobilisés au service de la flotte nationale. Juste une petite précision historique. Dans le cadre de ce qu'on appelait depuis le temps de Colbert et de Louis XIV le système des classes ou l'inscription maritime, les pêcheurs et plus généralement tous les gens de mer, tous les gens qui avaient une profession maritime, étaient obligés de servir dans la marine à différents moments au cours de leur carrière pour avoir le droit d'exercer une activité maritime. Et donc il y avait un enjeu pour l'État à développer ces activités maritimes et donc la pêche pour accroître le nombre de ces pêcheurs, pour accroître le nombre de ces gens de mer et donc de ces marins pour en faire des soldats. Et par ailleurs, comme le nombre de ces pêcheurs, la possibilité de multiplier ces pêcheurs dépend évidemment de l'abondance ou de la rareté des ressources de la mer, de l'abondance ou de la rareté des huîtres ou des poissons, il y avait aussi un enjeu pour l'État, depuis la fin du XVIIe, à conserver ces ressources et à prendre des mesures pour réguler les pratiques qui étaient accusées de détruire les ressources en poissons, afin de multiplier sa population de pêcheurs.
Et c'est d'ailleurs donc l'origine du conflit dont je vais vous parler. Ce conflit autour des 3 ressources de la rade de Brest, il trouve son origine dans une série de mesures de conservation qui sont adoptées par le préfet maritime suite à une enquête qui a révélé en 1842, je cite, « la situation défavorable des huîtrières de la rade, dont beaucoup s'avèrent totalement épuisées ». Or, il se trouve que cette situation, elle n'est pas simplement attribuée à l'essor de la pêche des huîtres, donc pas seulement attribuée aux pêcheurs, mais également au développement récent de la pêche des engrais, donc du merle et des algues, si bien que les mesures de restriction qui sont prises en 1842 pour éviter la ruine des huîtrières et conserver la ressource, elles vont toucher en réalité les 2 activités, à la fois la pêche des huîtres et la pêche des engrais. Or, on est là à un moment où la Bretagne commence à peine à se désenclaver et à se moderniser, où les savants et les notables locaux encouragent l'usage de ces engrais marins pour développer l'agriculture, où on commence à construire des canaux, des routes qui permettent de développer des marchés, notamment un véritable marché des engrais qui permet de les amener jusqu'au centre de la Bretagne. Donc on est dans ce moment de début de modernisation, et voilà que l'administration de la marine vient entraver la marche du progrès, qui est un peu la religion de l'époque au XIXe siècle. Donc entraver la marche du progrès en limitant de manière drastique le dragage de ces engrais qui étaient considérés comme l'une des clés de la modernisation de l'agriculture. Et donc évidemment, cette décision, ces restrictions adoptées en 1942, elles suscitent immédiatement des protestations de la part des agriculteurs, du monde agricole, qui, à force de démarches auprès des ministères, auprès du préfet, finissent par obtenir du ministre de la Marine la nomination d'une commission mixte d'enquête en 1846. Cette commission, elle est composée de notables, d'administrateurs, qui représentent les 2 intérêts engagés dans la question, c'est-à-dire donc les intérêts agricoles et les intérêts de la pêche. Et donc cette commission, elle se réunit en 1847 et elle remet, au bout de quelques mois, un rapport manuscrit de 70 pages qui préconise un ensemble de mesures à prendre afin de régler l'exploitation de ces ressources. Et alors, ces mesures donc, qui visent à concilier tous les intérêts en présence, elles ont été élaborées au terme d'une enquête en profondeur, au sens figuré comme au sens propre, dont témoigne notamment un cahier des procès-verbaux tenus au jour le jour par le secrétaire de cette commission. Et on découvre dans cette archive que les membres de la commission se sont en effet livrés à un véritable travail de terrain, c'est un peu des experts, travail de terrain qui a consisté non seulement à aller à la rencontre des pêcheurs, des agriculteurs, pour essayer d'évaluer leurs besoins, de mieux connaître les enjeux de la question, mais travail de terrain qui a également consisté à explorer les fonds de la rade de Brest en réalisant des sondages à la drague pour essayer d'inventorier et de cartographier les ressources qui s'y trouvaient. Ainsi, donc, le règlement qui finit par être proposé par cette commission en termes de son enquête, il repose sur un zonage précis de ce territoire, zonage dont les limites ont été transcrites à la main sur une carte hydrographique qui indique, je cite, la position et la configuration des différents gisements d'huîtres, de merles et de goémons. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles ce cas m'intéresse, c'est que la documentation produite par cette commission, elle est vraiment d'une richesse exceptionnelle. Et elle a en plus ceci qui est de vraiment original, qu'elle laisse entreapercevoir ce qui se passe sous la surface d'une petite portion de la mer au XIXe siècle. Donc on a vraiment des archives qui documentent ce qu'il y a au fond de la mer. On peut, grâce à ces archives, faire une histoire de la mer et de ce qui se passe sous sa surface. Donc, c'est des archives qui contiennent beaucoup de données qu'on peut utiliser pour faire une histoire des écosystèmes marins. Et donc, elles se prêtent assez bien à une approche d'histoire environnementale et d'écologie historique. Donc, une approche qui consiste à faire l'histoire des écosystèmes du passé. Et c'est par exemple ce qu'a proposé un collègue écologue, Lucas Bosboeuf, dans la thèse qu'il a consacrée à l'effondrement des ressources de la rade de Brest entre le XVIIIe siècle et nos jours. Et ce collègue, dans sa thèse, ce qu'il cherche à faire, c'est
à identifier les mécanismes permettant de comprendre comment on en est arrivé à la situation catastrophique dans laquelle on en est aujourd'hui. Il raisonne à partir du cas de la rade de Brest pour se dire comment ça se fait qu'on a continué pendant des siècles à surpêcher alors même que des alertes avaient été faites par certains acteurs et alors même que le problème de l'épuisement était un problème assez manifeste et reconnu par tous. Donc lui, c'est ça qui l'intéresse. Comment on en est arrivé là? En ce qui me concerne, l'approche que je propose est un peu différente dans la mesure où c'est une approche qui s'inscrit également dans le champ de l'histoire environnementale, mais qui ne va pas viser tant à dialoguer avec l'écologie historique qu'avec d'autres champs historiographiques, notamment avec l'histoire sociale, l'histoire des sciences et l'histoire du droit. Et ainsi, au lieu d'envisager ces archives extrêmement riches comme des réservoirs d'informations sur l'état des anciens écosystèmes et sur leur dégradation progressive, ce qui m'intéresse plutôt, c'est la manière dont ces documents eux-mêmes ont été produits. Ce qui m'intéresse donc, c'est les pratiques dont ces archives sont le résultat encore visible aujourd'hui dans les sources. Et par ailleurs, je m'efforce de les envisager comme des actions passées à part entière, qui étaient destinées, en l'occurrence, à gouverner un environnement et ses ressources. Et envisager sous cet angle la réalisation d'une carte du fond de cette rade de Brest en 1847, elle constitue par exemple la manifestation locale, vraiment très très localisée, d'un processus beaucoup plus global de mise en savoir et de mise en ressources du fond des mers et des océans qui s'enclenche à partir du XIXe siècle. Donc on a vraiment un minuscule épisode d'un processus beaucoup plus global. Par ailleurs, en prenant vraiment pour objet d'enquête cette carte et la manière dont elle a été fabriquée, pas simplement aussi intéressant pour récupérer les données sur la localisation des ressources dans le passé, on s'aperçoit que l'enjeu de la construction de cette carte, ce n'était pas seulement de rendre visible et donc plus facilement exploitable ce territoire qui était immergé et opaque. Donc, ce n'était pas simplement donc, de rendre visible ce territoire, c'était aussi... Excusez-moi, je suis en train de commencer à me dire qu'il faut que j'abrège des choses et je me perds dans mes notes. Donc oui, ce n'était pas simplement de rendre ce territoire... Oui, pardon. Donc il n'y avait pas simplement cette idée d'inventorier des ressources pour les rendre plus facilement exploitables, mais il y avait aussi d'autres intentions qui avaient été mises dans cette carte par ces auteurs, qui y voyaient notamment un instrument de gouvernement et lui attribuaient notamment la fonction d'organiser ce territoire et de résoudre le conflit d'intérêts qui s'était noué entre la pêche et l'agriculture. Donc pour analyser ce conflit et tenter de cerner ce qui joue précisément autour des ressources de la rade entre les années 1840 et les années 1860, j'ai mobilisé le concept d'écologie politique, qui est un concept qui vient de ce qu'on appelle la political ecology aux États-Unis, qui est un champ qui s'est développé entre l'anthropologie et la géographie et qui sert globalement à penser la manière dont les conflits environnementaux sont traversés par des questions politiques. En gros, à repolitiser les conflits environnementaux. Et en ce qui concerne le cas que je vais vous présenter, je vois 3 raisons d'essayer de mobiliser ce concept d'écologie politique pour analyser ce conflit. La première raison, c'est que ce conflit autour des ressources n'est pas simplement un conflit entre les intérêts de la pêche et de l'agriculture, donc pas simplement un conflit d'intérêts, mais plus largement un conflit d'accès aux ressources, un conflit d'usage, mais aussi de juridiction et d'expertise, qui va engager finalement l'exercice de tout un ensemble de droits sur les richesses de cet environnement, et poser la question de qui est légitime pour les gouverner, qui est légitime pour dire la manière dont il faut que cet environnement soit exploité. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que ce conflit, il porte à l'origine sur la valeur respective de ces différentes ressources, mais progressivement, il s'élargit non plus à la question de la valeur des huîtres, du merle et des algues,
mais à la question de leur rapport réciproque. C'est une expression qu'on trouve dans les archives. Et donc, en s'intéressant au rapport réciproque entre ces ressources, les membres de la commission mixte vont progressivement devoir essayer de, je les cite encore, mieux apprécier la nature et l'étroite relation des choses en jeu, donc leur écologie, avant de déterminer dans quelles limites il serait possible d'exploiter les unes sans nuire aux autres. Donc je mobilise aussi ce concept d'écologie politique dans la mesure où, à la faveur de ce conflit, on voit apparaître des nouvelles théories écologiques sur les relations entre les choses de la nature, sous la plume donc de ces experts. Enfin, dernier point, je mobilise aussi ce concept d'écologie politique parce que ce conflit est également un conflit sur la soutenabilité des pratiques extractives qui soulève le problème de leur nécessaire limitation eu égard aux capacités de reproduction des espèces exploitées. Et ce problème de la soutenabilité, il va amener les acteurs à s'interroger sur ce que devrait être, je cite encore, une exploitation sage et modérée de leur environnement, c'est-à-dire une exploitation permettant de satisfaire les besoins du présent sans compromettre les besoins des générations futures. Et là encore, c'est une expression qu'on trouve dans les sources. Donc, durant la première moitié du XIXe siècle, ces productions sous-marines de la rade de Brest, elles sont devenues des ressources à proprement parler. Et elles sont devenues des ressources pas simplement parce que des pêcheurs les ont découvertes et se sont mis à les exploiter de manière intensive et organisée, pas simplement non plus parce qu'elles ont acquis une valeur et donc un prix à mesure que des marchés, des réseaux se sont structurés afin de les commercialiser. Elles sont aussi devenues des ressources parce qu'elles sont devenues des objets pour l'administration. Et en devenant des objets pour l'administration, elles accèdent à une nouvelle forme d'existence, qu'on pourrait appeler une existence de papier, au sens où elles acquièrent une existence qui est aussi juridique, statistique et cartographique. Et donc l'intérêt premier de ce conflit, la raison pour laquelle je m'y suis intéressé en tant qu'historien, c'est qu'il permet de mettre au jour les différents processus qui participent à ce qu'on pourrait appeler l'institution de nouvelles ressources, depuis leur invention, leur découverte, jusqu'à leur régulation. Alors, en ce qui concerne les huîtres, c'est évidemment des ressources qui ont été consommées de très longue date par les riverains de la rade de Brest, mais pour autant, elles n'avaient jamais fait l'objet d'une pêche ou d'un commerce vraiment important sous l'Ancien Régime. Et la preuve de ça, c'est que leur exploitation n'a jamais été encadrée, alors que des mesures de réglementation avaient été adoptées partout ailleurs en France où il y avait une pêche vraiment développée de ce type de ressources. Donc l'essor de la pêche des huîtres dans cette région, il date en fait seulement des premières décennies du XIXe siècle, mais on assiste alors à un essor vraiment très rapide, à tel point que vers 1840, je cite, « l'huître a presque disparu de la rade de Brest par suite du dragage et de l'exportation immodérée qu'on en a fait ». À cette date, par exemple, on a des rapports qui nous disent que plus de 40 navires chargés d'huîtres quittent la rade chaque année à destination de l'Angleterre et de la Normandie, où les huîtres sont parquées, affinées, avant d'être revendues sur les marchés des grandes villes, notamment les marchés de Londres et de Paris. En outre, on sait aussi que des bateaux étrangers à ce quartier maritime ont pris l'habitude de venir les pêcher directement afin de ne plus dépendre des négociants locaux. Donc on a des pêcheurs d'autres régions en France, notamment de Normandie et puis d'Aquitaine, qui vont jusque dans la rade de Brest pour aller y pêcher et ensuite commercialiser les huîtres dans leur propre port. Et donc dans ce contexte, les pêcheurs locaux se mettent à protester et l'autorité maritime finit par s'emparer de cette question et ordonner une enquête. Donc en 1842, un officier qui s'appelle le capitaine d'Abancourt est chargé de visiter et délimiter les différentes huîtrières de la rade. Et assez rapidement, il s'aperçoit que ces huîtrières ont besoin, je cite, des plus grands ménagements, donc il faut les protéger, en raison de la trop grande exploitation dont elles ont fait l'objet au cours des années passées. Alors ici, juste une petite précision, cette question de l'épuisement des bancs d'huîtres et plus généralement des ressources maritimes, ce n'est pas du tout une question qui est inédite. Et d'ailleurs, c'est même en raisonnant à partir du cas de cette ressource des huîtres que le problème de la surpêche
a été théorisée la première fois de manière assez explicite au XVIIIe siècle. Je vous ai mis ici un extrait de d'un auteur qui s'appelle Tiphaine de la Roche, que vous pourrez lire, où on voit qu'il explique vraiment ce problème de la surpêche. Et autre précision, donc, cette question de la surpêche, elle est vraiment importante dans l'histoire de la pêche de l'huître, dans la mesure où entre le XVIIe et le XXe siècle, cette histoire, elle est vraiment caractérisée par une histoire d'effondrement en série qui sont suscitées par une demande qui ne cesse de croître. Et donc partout, depuis les États-Unis jusque plus tard en Australie, on assiste à des phénomènes d'épuisement plus ou moins durables et localisés qui résultent la plupart du temps de prélèvements qui dépassent les capacités de reproduction de cette ressource. Alors, toutefois, dans le cas des ressources en huîtres de la rade de Brest, il y a d'autres logiques destructrices qui sont à l'œuvre, dans la mesure où cet officier de marine dont je vous ai parlé, là, Dabancourt, il attribue également la disparition des coquillages dans la rade à l'emploi de la drague pour enlever le merle et le goémon, qui aurait pour conséquence, selon lui, de ravager les fonds. Alors, il évoque par exemple le cas d'une huîtrière qui s'appelle l'huîtrière de Roscanvel, qui a été entièrement ruinée depuis qu'on vient y draguer le goémon rouge. Et quant à l'enlèvement du merle, il est tout aussi néfaste selon lui, car il avance l'idée que les bancs de merle feraient office de pépinière pour les huîtres et joueraient donc un rôle crucial dans leur reproduction. Et cette hypothèse, il l'avance après avoir réalisé lui-même plusieurs sondages dans la rade, donc avec une drague qu'il a lui-même employée pour aller voir ce qu'il y avait voir ce qu'il y avait au fond de la rade. Et puis il a aussi inspecté des cargaisons de merle de différents bateaux qui se livraient à cette industrie, dans lesquels il a découvert une immense quantité de petites huîtres qui auraient pu servir à la consommation si on les avait laissées croître. Donc en 1842, quand le conflit débute vraiment, cette pêche des engrais de mer, c'est encore une industrie qui est assez récente dans la rade de Brest. Et par exemple, l'exploitation du merle, elle a commencé à se développer simplement dans les années 1820, notamment grâce aux efforts du Conseil général du Finistère et de la Société d'agriculture de Brest pour favoriser son développement. Par exemple, en 1821, il y a des sommes d'argent qui sont votées par le Conseil général pour encourager la recherche de cet engrais en accordant des primes aux pêcheurs qui découvriraient des gisements exploitables. En parallèle, on sait que les membres de la Société d'agriculture établissent une correspondance avec l'ingénieur hydrographe Charles-François Beautemps-Beaupré, qui est celui qui avait levé une nouvelle carte hydrographique des environs de Brest dans les années 1810-1820. C'est l'un des pères de l'hydrographie moderne qui a révolutionné les techniques de levée cartographique pour cartographier les fonds marins et les régions côtières, donc Charles-François Beautemps-Beaupré. Et donc ce Beautemps-Beaupré, il est sollicité parce que sur sa carte, les membres de la Société d'agriculture s'aperçoivent qu'il y a des mentions, on les voit, on les devine ici, des mentions de sable coquillé, de débris de madrépores, qui les intriguent parce qu'ils se disent qu'il y a peut-être des gisements qui pourraient être exploités. Et donc dans le sillage de ces différentes initiatives pour encourager cette industrie, elle se développe en lien avec le dragage du goémon rouge aussi, qui lui apparaît dans les années 1830. Donc jusqu'en 1842, cette pêche des huîtres et aussi la pêche des engrais se sont développées, mais sans acquérir de véritable existence statistique et surtout hors de tout cadre réglementaire. Et donc l'exploitation des huîtres, par exemple, elle ne fait l'objet d'aucune restriction, tandis que l'exploitation du goémon rouge, elle est même illégale, car elle se fonde sur une catégorie juridique qui n'existe pas, une nouvelle catégorie juridique qui est celle du goémon de fond, qui est une catégorie qui se distingue des deux sortes d'algues, des deux sortes de goémons qui étaient reconnus à cette époque par la législation. Et en effet, depuis l'Ancien Régime, notamment l'ordonnance de la marine de 1681, la récolte des algues était très strictement réglementée
Et la législation royale faisait une distinction entre deux types de goémons ou de varechs. D'une part, le goémon épave, donc étaient les algues qui s'échouent sur la plage et qui, elles, étaient considérées comme des res nullius, c'est-à-dire des choses qui n'appartiennent à personne et qui peuvent donc être attribuées par n'importe qui. Le premier qui trouve les algues en devient le propriétaire. Donc il y avait ce goémon épave d'un côté et de l'autre qu'on appelait le goémon de rive, qui, qui englobait lui les algues qui étaient fixées sur les rochers, sur le rivage, et que seuls les riverains avaient le droit d'aller couper pour les récolter. Et donc ça, c'était non pas des res nullius, mais des res communis, des choses communes qui appartenaient uniquement aux habitants de la paroisse. Et donc en se mettant à exploiter les fonds de la rade, les riverains de la race de Brest posent un problème juridique de à qui appartient le goémon qui pousse au fond de la mer, qui n'a jamais été englobé dans une catégorie juridique. Enfin, dernier problème, sur le plan juridictionnel, la compétence de la marine sur le dragage des engrais de mer restait encore incertaine au début des années 1840, d'autant plus que cette activité elle était pratiquée par, je cite, des marins plutôt paysans que pêcheurs. Donc il y avait une indistinction des catégories sociales qui faisait qu'on ne savait pas trop si la marine était compétente ou pas sur ces populations. Bref, j'en viens donc aux premières dispositions qui sont prises en 1842 suite à l'enquête du capitaine d'Abancourt. Et donc, il y a ces dispositions, on peut les classer en trois grands ensembles. Un premier ensemble, donc, visait à réguler la pêche des huîtres, dont la pratique donc, se voit interdite de nuit pour faciliter la surveillance, et elle se voit également réservée aux seuls bateaux de la rade de Brest pour diminuer la pression exercée sur les bancs et réserver cette ressource aux pêcheurs locaux. Enfin, pour assurer son renouvellement, les pêcheurs doivent se plier à la règle du triage des huîtres sur le lieu de la pêche et notamment rejeter toutes les huîtres qui n'ont pas la taille réglementaire, qui ne sont pas encore des huîtres marchandes susceptibles d'être commercialisées, avec l'idée que les huîtres rejetées vont pouvoir continuer de se développer. Et ces dispositions, elles sont encore renforcées l'année suivante par un nouvel arrêté préfectoral, tandis que des moyens de surveillance vont être mis à la disposition d'un lieutenant de vaisseau qui prend le relais du capitaine d'Abancourt en 1843 et reçoit le commandement d'un navire garde-pêche affecté à la rade de Brest. Donc, pendant la saison de pêche, qui elle aussi est réglementée, elle est resserrée entre octobre et avril, sa mission elle consiste à convoyer les bateaux sur les bancs d'huîtres et à vérifier auparavant que les maîtres sont bien munis d'un bulletin portant un numéro, car la pêche désormais ne peut plus se faire qu'à tour de rôle. Seuls certains bateaux ont le droit de pêcher à certains moments et en vertu d'une autorisation de l'administration de la marine. Et ce qui est intéressant, c'est que le reste de l'année, cet officier donc, qui est affecté à temps plein à la gestion des ressources de la rade de Brest, il se consacre à l'exploration des huîtrières et son but, c'est d'ajuster les prélèvements aux ressources actuelles de la rade de manière à ne pas compromettre l'avenir par ce qu'il appelle une exploitation à outrance. Et donc, il accumule des données, il utilise ce terme, sur les ressources situées au fond de la rade. Et par exemple, en 1844, ces données elles lui permettent d'évaluer à 25 millions environ le nombre des huîtres qui forment les bancs. Alors, il ne nous explique pas comment il a calculé ce nombre. Et il recommande au préfet d'en réserver 2 millions pour la consommation locale et de n'en destiner que 8 millions à l'exportation, une mesure de prudence qu'il oppose à l'imprévoyance des pêcheurs et à l'avidité des négociants. Je vous cite un petit extrait. « Les pêcheurs, comme tous les hommes qui vivent du produit d'un travail pénible, sont d'une insouciance proverbiale. Ils ne se préoccupent jamais des besoins du lendemain, et il faut donc les garantir de leurs propres excès en les contraignant à user avec réserve des ressources qui, ménagées, sont inépuisables, tandis que laissées à la merci des habitants, dont le zèle est stimulé par la cupidité des capitalistes qui se livrent à l'exportation, elles seraient bientôt dévastées. » Alors, à côté de ces mesures de police qui sont destinées à réguler la pêche des huîtres, il y a un autre ensemble de dispositions qui, lui, va viser à limiter le dragage des engrais. Et donc, selon une logique de compartimentage du territoire, l'arrêté préfectoral de 1842, il interdit l'extraction du merle et du goémon dans tous les endroits où se trouvent les huîtres,
et plus particulièrement dans une large partie sud-est de la rade, qui est ici représentée en orange. Alors, sur le papier, ce compartimentage, il laisse aux pêcheurs d'engrais une assez vaste étendue pour se livrer à leur activité, mais en réalité, il leur est très peu favorable, car d'une part, la zone représentée en orange correspond à l'un des principaux sites d'extraction exploités à cette date, et d'autre part, la restriction du dragage dans tous les endroits où se trouvent des huîtres est extrêmement problématique pour eux, car les huîtrières ont tendance à se concentrer sur les fonds les moins profonds et les plus proches de la côte, qui sont donc aussi les plus accessibles pour ces pêcheurs d'engrais, qui n'avaient pas les savoir-faire requis pour aller draguer au centre de la rade à une plus grande profondeur. Donc matériellement, ils se trouvent dans l'impossibilité de continuer leur activité. Enfin, un dernier ensemble de dispositions vise à contraindre les pêcheurs de merle et de goémon rouge à se faire enregistrer auprès de l'administration maritime pour pouvoir se livrer à leur activité, au même titre que tous les autres pêcheurs. Et ici, l'enjeu, donc, c'est de faire reconnaître le caractère maritime de cette industrie qui est une pêche, et par conséquent, l'obligation, pour ceux qui veulent la pratiquer, d'accepter les contraintes de service qui incombent à tous les inscrits maritimes, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui incombent à tous les inscrits maritimes en échange du droit exclusif à exploiter les ressources de la mer. Donc c'est une offensive juridictionnelle de la part de l'administration maritime pour dire, certes vous pêchez des engrais, mais c'est comme le poisson, et donc vous dépendez de notre administration, pour résumer. Alors comme vous pouvez l'imaginer, donc ces mesures elles suscitent immédiatement des plaintes et des réclamations de la part du monde agricole qui refuse de voir ses intérêts sacrifiés à ceux, je cite, sans doute respectables, mais bien secondaires de la pêche. Donc, dans un premier temps, l'administration de la marine refuse de transiger et elle envisage même une réglementation plus contraignante encore, mais elle doit assez rapidement céder face aux nombreuses voix qui s'élèvent dans toute la région pour réclamer la libre exploitation des gisements d'engrais situés au fond de la rade. Il me reste combien de temps à peu près, Nathan ? Non. On en est à combien de temps là ? Ok, bon. Tu me dis s'il faut que je me presse. Hein, alors donc, parmi ces voix qui s'élèvent pour défendre le libre dragage des engrais, il y a notamment celle d'un groupe de notables ruraux qui gravitent tous autour de la Société d'agriculture de Brest et qui appartiennent à une sorte de bourgeoisie agricole dont le mot d'ordre à cette époque est vraiment le progrès. Alors, je n'ai pas le temps de développer, mais ce sont des gens comme un certain Théophile de Pompéry, par exemple, qui est un grand propriétaire, cultivateur et conseiller général, qui est connu des historiens ruralistes pour les expérimentations qu'il conduit dans son domaine agricole afin de développer de nouvelles méthodes d'assolement, d'amendement, de drainage. Donc c'est ce qu'on appelle à cette époque-là un améliorateur, quelqu'un qui essaye de développer l'agriculture. Parmi ces voix, il y a également celle d'un certain Louis Montjarret de Kergégu, qui lui aussi est propriétaire d'un vaste domaine agricole, où il finit par créer une ferme-école en 1848, tout en occupant en parallèle la fonction de président de la Société d'agriculture de Brest. Bref, tous ces gens donc, qui se mobilisent sont des notables qui disposent d'une certaine influence et de relais politiques importants qui leur permettent de faire parvenir leurs réclamations jusqu'au ministre, et notamment en 1846, un mémoire dont le but est d'attirer l'attention du ministre sur l'urgence de faire étudier sérieusement la question des richesses sous-marines de la rade de Brest et de rechercher les moyens les plus propres d'exploiter ces productions au point de vue de l'intérêt de la marine, de la pêche et de l'agriculture. Alors je m'arrête un moment sur ce mémoire de 1846, car on y retrouve en condensé les principaux arguments qui ont été avancés durant les années précédentes par les défenseurs des intérêts agricoles. Alors, le postulat de départ de tous ceux qui défendent le libre dragage du merle et du goémon,
c'est de dire que ces engrais sont des substances absolument indispensables à l'amélioration et à l'extension de l'agriculture. Et ces gens-là sont en effet persuadés que l'emploi de ces engrais sur une large échelle permettrait de livrer à la culture une immense étendue de terrain encore stérile. Et quand ils parlent de terrain encore stérile, ils font référence aux vastes zones de landes qui couvraient encore près de la moitié du département du Finistère à cette époque-là, et dont les membres de la Société d'agriculture de Brest n'ont cessé d'encourager le défrichement depuis les années 1810. Il y avait l'idée que ces territoires étaient des territoires incultes, infertiles, contraires au progrès. 5 minutes ? Ok. Alors je vais devoir accélérer. Donc, il désigne les mesures de restriction de 1842 comme contraires au progrès, mais également comme contraires à la justice, dans la mesure où il y a tout un ensemble de gens qui ont investi dans le commerce des engrais, qui ont acheté des terres en se disant qu'ils pourraient les fertiliser et qui vont se retrouver privés de ces engrais. Et dernière critique, il considère que les mesures prises par l'administration de la marine sont également contraires à la raison et qu'elles sont impolitiques et antirationnelles dans la mesure où elles reviennent à imposer l'économie forcée d'une ressource qu'ils considèrent, eux, comme inépuisable. Voilà, juste une citation du maire d'une commune. « Aucune trace d'épuisement ne se fait sentir dans cette production animale et minérale, il parle du merle. À quoi sert que cette ressource s'accroisse si elle ne nous profite pas ?» Alors, donc, globalement, tous ceux qui s'élèvent pour obtenir le libre dragage sont vraiment convaincus de l'intérêt, de la supériorité des intérêts de l'agriculture par rapport à ceux de la pêche, mais ça ne les empêche pas de penser qu'il est possible de les concilier, et c'est la raison pour laquelle ils demandent la nomination d'une commission mixte qui est finalement donc mise en place en 1847 pour essayer de régler ce problème. Et donc, cette commission, elle est mixte parce qu'elle réunit à la fois des administrateurs de la marine et des membres de la société d'agriculture, donc des représentants des deux intérêts en présence, avec l'idée qu'ils vont pouvoir arriver à un compromis. Et donc, grâce aux archives de cette commission, on peut suivre au jour le jour le travail de cette commission et appréhender non seulement leurs pratiques d'enquête, mais également toutes les technologies de papier qu'ils vont mobiliser pour collecter des informations, les organiser et les rendre lisibles. Par exemple, sous la forme de notes, de tableaux, de questionnaires, de cartes, etc. Donc, en gros, le travail de cette commission, il se résume à 3 temps. Dans un premier temps, il se consacre à l'exploration de la rade, qui dure 3 semaines, au cours desquelles 350 coups de drague, ce qu'ils appellent des coups de drague, donc des sondages, sont effectués dans la rade. Et donc, à l'issue de chaque coup de drague, qui sont répertoriés ici, les experts examinent le produit des dragages et les inventorient dans des tableaux où ils indiquent l'horaire à laquelle a eu lieu le dragage, sa profondeur, son résultat et sa localisation. Donc on voit par exemple ici que le 13e coup de drague a été donné à 13h25 par 10 brasses de fond et qu'ils ont trouvé dans le sac de la drague beaucoup de merles vifs, quelques astéries et des oursins. Ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il n'y avait pas d'autres choses qui leur ont semblé moins intéressantes et dont ils n'ont pas noté la présence. Donc, une fois ce travail d'exploration achevé, les membres de la commission s'attellent au second volet de leur mission, à savoir mener l'enquête auprès des cultivateurs et des pêcheurs afin d'évaluer leurs besoins. Et pour cela, donc, ils établissent tout un calendrier de visites pendant plusieurs semaines. Ils convoquent les pêcheurs et les agriculteurs pour les entendre. Et bien sûr, ils convoquent les pêcheurs les plus expérimentés, comme on le lit dans les sources, et les agriculteurs les plus intelligents. Voilà. Et enfin vient le temps de la synthèse qui, d'un point de vue matériel, va prendre la forme de 3 inscriptions. Tout d'abord une carte, ensuite un rapport et enfin un règlement. Et donc grâce aux notes que prend le secrétaire de la commission, on peut se faire une idée
des opérations qui se sont déroulées dans ce que Michel de Certeau appelle les coulisses de la carte, c'est-à-dire toutes les opérations invisibles sur la carte finale, mais qui ont néanmoins présidé à sa construction. Donc cette carte, comme vous pouvez le voir, elle a été réalisée à partir d'un fond de carte imprimé sur lequel les membres de la commission ont représenté les différents gisements qu'ils avaient découverts au moyen de tracés vert, rouge ou jaune en fonction des ressources. Et bien entendu, donc cette carte, ce n'est pas un calque de la réalité des fonds marins, mais c'est une représentation à la fois partielle, simplifiée et aussi aplanie des fonds marins à un instant T. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a vraiment un contraste entre ce que montre cette carte, d'une part, et ce que montrent les tableaux à partir desquels elle a été construite, d'autre part. Donc je vous ai lu quelques extraits de dragage, mais on voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont retrouvées dans les dragues à l'issue des dragages. Et donc il y a un contraste entre les tableaux qui donnent une version extrêmement riche et enchevêtrée de ce qu'il y a au fond de la mer et ce qui transparaît sur la carte à l'issue du processus cartographique. En effet, ce qu'on voit dans les tableaux, c'est des assemblages interrègnes, des minéraux, des animaux, des végétaux et interespèces, tout un ensemble d'animaux, de végétaux qui ne sont pas forcément répertoriés dans ces exemples-là. Et donc, ces assemblages d'animaux, d'espèces et de règnes sont complètement gommés sur la carte, qui fait abstraction de la diversité de ce qui a été retrouvé, pour se focaliser uniquement sur les concentrations d'huîtres, de merles et de goémons, qui par ailleurs sont dissociées les unes des autres. Donc en gros, la carte a tendance à isoler ces ressources de leur écosystème, et de ce point de vue, elle participe à leur institution en tant que ressource. Donc, ce que j'aurais voulu développer plus longuement dans mon dernier point, que je vais un petit peu sabrer, c'est que cette carte, ce n'est pas simplement un moyen d'inventorier des ressources, mais c'est aussi un outil de gestion, un outil de conciliation entre les différents intérêts en présence, et qu'elle s'accompagne par ailleurs de tout un ensemble de précautions, de mesures de conservation proposées par les membres de la commission. Et donc ces précautions, elles sont systématisées sous la forme d'un règlement qui vise à instaurer ce que les membres de la commission appellent un nouvel ordre d'exploitation ou un aménagement visant à conserver l'ensemble des ressources de ce territoire. Et ce terme d'aménagement, il est intéressant parce qu'il renvoie à l'idée d'une exploitation réglée ou ordonnée des ressources naturelles. Et il est intéressant aussi parce que c'est un terme qui appartient normalement au domaine de la sylviculture, où il désigne un instrument de gestion des coupes d'une forêt, la manière dont on va organiser une forêt en parcelles et en exploiter une puis l'autre au fil du temps pour que la ressource ait tout le temps de se reconstituer. Donc là, ils sont allés chercher cet outil qui vient plutôt de la sylviculture pour l'appliquer à un territoire maritime. Et donc l'aménagement qu'ils proposent de la rade de Brest va s'appuyer sur la carte qu'ils ont réalisée par ailleurs et servir à régler l'exploitation des différentes ressources. Donc très rapidement, dans les zones désignées en vert qui représentent les huîtrières, ces zones vont être réservées exclusivement à la pêche des huîtres, tandis que celles représentées en rouge et en jaune vont être réservées à l'exploitation des différents engrais. Ce qui globalement correspond à des zones beaucoup plus étendues que ce qui avait été prévu précédemment, en sachant par ailleurs qu'il y a tout un ensemble d'exceptions qui sont prévues, par exemple la possibilité de draguer le goémon rouge sur les huîtrières pendant la saison de pêche. Mais globalement, l'idée qu'il y a derrière ces nouvelles dispositions, c'est de faire une utilisation la plus complète possible de ce territoire et de ses ressources, notamment en incitant les pêcheurs à aller pêcher au centre de la rade. Par ailleurs, il y a l'idée que ce nouvel ordre d'exploitation doit être
doit être basé sur la situation actuelle des choses. Autrement dit, qu'il doit tenir compte de l'état réel des ressources situées au fond de la rade. Et c'est la raison pour laquelle la commission de 1847 va proposer la création d'une commission permanente, dite commission de visite, dont la mission va être double. D'une part, sa mission, ça va consister à réactualiser d'année en année l'aménagement de la rade de Brest pour tenir compte de l'évolution des choses. Par exemple, la disparition d'une huîtrière ou le déplacement des bancs de merle sous l'effet des courants. Et d'autre part, sa mission, elle va également consister à draguer tous les ans les fonds de la rade pour évaluer l'état des différents gisements et ainsi moduler et répartir l'effort de pêche en désignant les zones à mettre en exploitation ou les zones à ménager. Et donc, à court terme, il semble que ces mesures de conservation, elles ont porté leurs fruits, comme le suggère ce graphique. On voit que le nombre d'huîtres pêchées évolue très rapidement à partir de 1847. Mais le problème, c'est que face à ces bons résultats de la pêche au début des années 1850, les membres de la commission permanente vont plaider pour une mobilisation accrue des ressources de la rade, qui va bientôt se traduire par un effondrement brutal et irréversible de la ressource en huîtres, qui ne parviendra jamais à se rétablir, malgré des mesures drastiques qui sont prises dès la fin des années 1850. Dans un premier temps, on interdit les exportations, donc on réserve la ressource à la consommation locale. Dans un second temps, on limite la pêche, et puis on finit carrément par l'interdire pendant 20 années de suite. Et malgré cela, donc, la ressource ne s'est jamais vraiment reconstituée. Donc dans sa thèse, le collègue dont je vous ai parlé tout à l'heure, Lucas Bosboff, il a mis en évidence les mécanismes socio-écosystémiques qui ont conduit à cet effondrement. Et la cause première qu'il a identifiée, c'est vraiment la surpêche, qui est suivie de près par les effets destructeurs du dragage intensif et répété des fonds de la rade. Pour ma part, ce qui m'intéresse et sur quoi je voudrais conclure, ce sont surtout les contradictions et les ambivalences qui apparaissent quand on regarde de près les archives produites par ces commissions, donc celles de 1847, puis celles qui vont s'installer ensuite à partir de 1849. En effet, d'un côté, on a des notables et des administrateurs qui sont clairement porteurs d'un regard utilitariste sur la nature et ses ressources, et pour qui la conservation des ressources, elle n'a de sens que si elle permet d'en perpétuer l'exploitation. Il y a l'idée qu'on conserve uniquement pour exploiter et, si possible, exploiter plus et mieux. Mais d'un autre côté, cependant, ces acteurs, ils ont une claire conscience du problème de la surexploitation. Et c'est quelque chose qui n'est pas si anodin à cette époque, dans la mesure où, à cette époque, la possibilité même de la surpêche restait extrêmement controversée. Il y a un épisode fameux qui est celui du discours d'inauguration du biologiste Thomas Henry Huxley à l'exposition internationale des pêches de Londres en 1884. Quand je dis fameux, c'est dans les livres d'histoire environnementale, voire les livres d'histoire de la pêche, mais qui est fameux parce que ce Thomas Henry Huxley, qui est un proche de Darwin, un biologiste très renommé, il prononce le discours d'inauguration de l'exposition, et dans son discours, il plaide en faveur d'une libéralisation de la pêche, donc d'une suppression des réglementations, au nom du caractère infini et inépuisable des ressources de la mer. Et donc, de ce point de vue, la position des membres de la commission apparaît extrêmement contrastée, extrêmement nuancée, dans la mesure où non seulement ils sont vraiment conscients de ce problème de la surexploitation, et ils font même allusion au nombreux cas d'espèces détruites par le seul fait des hommes. Donc, ils ont une claire conscience du fait que les activités humaines, quand elles se développent, peuvent engendrer des dommages irréversibles sur les environnements. D'ailleurs, ils s'opposent aussi à tout dragage mécanique, c'est-à-dire à l'usage de bateaux à vapeur pour exploiter les fonds de la rade, avec l'idée qu'il faut non seulement que si on mécanisait cette activité, le nombre de pêcheurs et de gens de mer diminuerait, et que donc la ressource en hommes diminuerait en même temps que la ressource en produits naturels. Voilà. Autre point, et je m'arrête là. D'un côté, donc, un regard utilitariste, mais une conscience du problème de la surexploitation. Également aussi une
une conscience ou en tout cas une attention à ce qu'ils appellent les relations entre les choses ou la solidarité entre les différentes espèces. Et là encore, c'est intéressant par rapport au contexte, dans la mesure où les années 1850-1860, c'est le moment où s'invente l'écologie, où cette discipline apparaît. Le mot, il est forgé pour la première fois en 1866 par un biologiste allemand qui s'appelle Ernst Haeckel. Et de ce point de vue, donc là, on est 40 ans avant l'invention officielle du terme écologie. Mais si on regarde les papiers de ces experts qui s'intéressent à des ressources dans un petit coin de la France, on s'aperçoit que ces concepts ils sont déjà en germe et qu'on pourrait réfléchir à une autre histoire de l'écologie, une histoire qui serait plus au ras du sol, par le bas, et qui ferait place à d'autres acteurs, pas simplement des savants dans leur laboratoire, mais aussi des acteurs proches du terrain et en contact direct avec ceux dont le travail consistait à exploiter la terre et la mer, donc en contact avec les pêcheurs et les agriculteurs. Voilà, je m'arrête là. Merci de votre attention.